Donc je vous avais promis un grand mouvement de gymnastique, d'échauffement sportif. Donc là, on va faire le 180 degrés maintenant de l'autre jambe, voilà, pour aller sur un sujet dur, profond, extrêmement contemporain, une question de géopolitique, de stratégie militaire. On ne peut pas évoquer la paix sans parler de la guerre. On ne peut pas évoquer la paix sans parler de défense. On ne peut pas évoquer la paix et la guerre, et je vais reprendre deux mots que Anne-Laure citait, la liberté et la vie, parce qu'il y a des choses à défendre. La démocratie, nos traditions, notre histoire, la France, l'Europe, voilà, tout ça, ce sont des grands mots qui semblent quelquefois abstraits, que moi je pensais ranger après mes cours d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, etc., dans des cours d'histoire, et puis non, c'est de l'actualité chaude, brûlante. C'est des questions de vie ou de mort, c'est des questions où on est profondément engagé, et c'est des questions aussi que la doctrine sociale de l'Église et que l'Église regarde depuis très longtemps. Les traditions de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin et d'autres papes aussi sur la question de paix et de guerre. Alors, j'ai pas trouvé saint Augustin, j'ai pas trouvé saint Thomas ni de pape disponible, mais j'ai trouvé un expert. Voilà, nous avons trouvé un expert, général Benoît Durieux, si vous voulez venir avec moi sur scène. Général Benoît Durieux, il a été, on peut l'applaudir déjà, merci de votre disponibilité. Voilà, je l'ai vu en grand uniforme à discuter avec un évêque sur KTO le 11 novembre l'année dernière. Donc c'est avec Anne, mon épouse, on avait vu cette émission, et là tout de suite on s'est dit, mais c'est lui qu'il nous faut, et gentiment, donc merci encore, il a dit oui. Voilà. Oui pour venir à Paray. Oui, pour venir avec madame, les enfants, oui, pour venir nous parler. J'ai été reçu dans son bureau à l'école militaire, et avec une disponibilité. Donc, c'est ce qu'on aime dans le Forum Zaché et à Paray, c'est ce oui de simplicité. Donc, vous avez quelqu'un de très professionnel, très expert, mais en effet très simple, voilà, qui va nous parler de ces questions-là. Nous aurons un temps de questions-réponses après, donc n'hésitez pas, au fur et à mesure des thèmes qui seront évoqués par le général, à rentrer dans des questions, fut-elles techniques, éthiques, voilà. Tout est ouvert, et puis on verra ce qu'on arrive à répondre. En tout cas, voilà, pour qu'il parle bien et qu'on écoute bien, voilà, nous disons avec lui aussi. Réjouis-toi, Marie. Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bonjour à tous, merci beaucoup. En fait, j'étais à peu près en paix jusqu'au moment où j'ai franchi les marches, là, mais avec tout ce qu'il a dit, la paix me paraît un concept beaucoup plus diffus. Voilà. Je vais commencer par vous raconter une histoire que j'en suis sûr, vous allez très vite reconnaître. Alors, c'est pas une histoire de géopolitique, c'est pas une histoire de politique étrangère, c'est l'histoire d'un agneau qui buvait, qui se désaltérait dans un ruisseau. Et puis il y a un loup, c'est méchant les loups, un loup qui passe par là, et puis qui s'en prend à l'agneau sans vraie raison, mais qui l'accuse de troubler, de polluer son eau. Alors l'agneau, il défend sa cause, l'agneau. Il est sûr de son bon droit, et puis il dit au loup, mais moi je suis en aval sur le ruisseau, donc il n'y a aucun risque que je contamine votre eau. Le loup n'entend pas cet argument, et puis en plus, il accuse l'agneau d'avoir médit de lui voici 1 an. Alors là, l'agneau se sent très en forme, très très sûr de son droit. Très
très facile pour lui de répondre. Il y a 1 an, je n'étais pas né, dit l'agneau. Alors, c'est ton frère, dit le loup. Mais j'ai pas de frère. C'est donc l'un des tiens. Peu importe. On me l'a dit, il faut que je me venge. Et le loup se saisit de l'agneau et dévore l'agneau. Alors, vous avez reconnu ce texte un petit peu arrangé, et la morale que nous propose Jean de La Fontaine, elle est bien connue. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Eh bien moi, je vais vous en proposer une autre. Ce sera un des points de départ de notre réflexion. Mais ce que j'en tire surtout, c'est que l'agneau n'avait pas bien compris le monde dans lequel il vivait manifestement. Et je dirais très certainement, il aurait dû participer à un forum Zaché. Mais je crois que, comme l'agneau, nous avons, quand nous écoutons cette fable, nous-mêmes, du monde, du mal, à croire à une telle cruauté, à une telle mauvaise foi du loup. Et il y a une quinzaine de mois, si je vous avais dit, dans l'année qui va venir, il y aura en Europe une guerre qui fera des centaines de milliers de morts. Il y aura des centaines de chars détruits. Il y aura des bâtiments de guerre coulés. Il y aura des dizaines d'avions de combat abattus. Il y aura des crimes de guerre. Il y aura des villes rasées. Vous ne m'auriez pas cru. Rappelez-vous ce que vous faisiez le 24 février 2022. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'intervention russe? Est-ce que vous avez regardé votre téléphone portable? Est-ce que c'est un ami qui vous l'a dit? Est-ce que vous avez écouté les informations? Je suis sûr que, comme moi, vous avez eu un moment de stupeur, peut-être d'effroi, à peine atténué par le sentiment de l'éloignement peut-être. Mais je crois que nous nous sommes tous, à vrai dire, sentis concernés, et nous nous sommes demandé comment on pouvait en arriver là. Comment un dirigeant aujourd'hui, même s'il s'agit d'un Vladimir Poutine, peut-être que le titre de notre forum pourrait lui sembler baroque, mais comment un dirigeant peut déclencher une telle guerre? Qu'est-ce que cela dit du cœur de l'homme? Est-il finalement, le cœur de l'homme, inévitablement comparable au loup de la fable? Alors, je voudrais vous proposer, à l'invitation des organisateurs de ce forum que je remercie, je voudrais vous proposer d'y réfléchir ensemble, en effet, de réfléchir à la question de la guerre, et à travers la guerre, peut-être au-delà, à travers toutes les situations dans lesquelles le mal et la violence se déploient, à travers toutes les situations d'hostilité. Parce que la guerre, finalement, c'est à la fois un fait politique, un fait militaire, mais c'est aussi une forme de modèle, de paradigme, de situation d'hostilité qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, dans la vie familiale parfois, dans la vie sociale. Et je crois que c'est intéressant d'y réfléchir. Alors, le parti que j'ai pris, c'est de vous faire partager quelques réflexions personnelles, celles en effet d'un officier, sans prendre parti sur la question de la foi, sans me positionner de ce point de vue-là. Et puis, il y a des gens extrêmement éminents, des professeurs de théologie, que je regarde en tremblant, mais plutôt sur ce que l'éthique, et l'éthique militaire en particulier, peut nous dire. Alors, rapprochons-nous du thème de ce forum, la paix à tout prix. Évidemment, sommes-nous tentés de nous dire quand nous constatons à la télévision les méfaits de ce conflit. Mais immédiatement après, nous nous disons, mais évidemment, il faut défendre les Ukrainiens.
Alors, quand nous disons la paix à tout prix, que voulons-nous dire? Est-ce que c'est la paix au prix de la guerre? Je voudrais vous citer la phrase de quelqu'un, c'est pareil, je ne suis pas sûr qu'il ait suivi un forum Zaché, quelqu'un que vous connaissez, de nom en tout cas, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, un grand pacifiste, comme vous le savez, il a quand même quelques dizaines de millions de morts, probablement, à son actif. Mao Tse-tung disait en 1938, la guerre, ce monstre fratricide entre les hommes, sera inévitablement effacé par le progrès social de l'homme, et cela arrivera dans un avenir assez proche. Jusque-là, une grande lueur d'optimiste jaillit parmi vous, j'en suis sûr. Mais poursuit-il, il n'y a qu'un moyen de réaliser cela, il faut faire la guerre contre la guerre. Et donc, c'est toute la difficulté du sujet qui nous est proposé. Comment peut-on sortir de cette contradiction? En fait, la paix à tout prix, c'est un peu le fil conducteur du XXe siècle. Et je vous propose de relire, de faire une relecture de ce siècle. Ce siècle qui, à peu de choses près, commence par la Grande Guerre. Alors nous l'avons un peu oublié, mais le XIXe siècle, c'est un siècle qui, d'ailleurs comme les précédents, a vu alterner des discours de type la paix à tout prix. Par exemple, il y a Victor Hugo qui, en 1849, a un discours extrêmement marquant sur ce sujet, en disant l'époque de la paix perpétuelle arrive. Mais aussi des périodes de type la guerre est la meilleure des choses. Et aujourd'hui, on a peine à le croire, mais il y a toute une période de la fin du XIXe siècle, notamment en Prusse, mais pas seulement, où on justifie la guerre comme une loi de la nature, un processus de sélection, de purification de la société, un agent de l'histoire rattaché à la théorie de l'évolution. Je crois qu'il faut toujours regarder ce qui s'est passé, ce que ceux qui nous ont précédés ont pu penser à un moment donné. Alors, après la tragédie européenne, mais tragédie mondiale de la Grande Guerre, la guerre devint de fait l'échec absolu, l'échec à ne plus jamais reproduire. Et depuis lors, il y a eu un but relativement constant qui a consisté à éviter sa répétition. En quelque sorte, la paix à tout prix. Alors, on ne va pas faire une longue leçon d'histoire, mais je vous propose très vite de donner quelques flashbacks. D'abord, il y a une première période, vous vous rappelez tous de vos livres d'histoire, entre les deux guerres, on cherche à rendre la guerre illégale. C'est le pacte Briand-Kellogg, et c'est les débuts de la Société des Nations. Le résultat, c'est Munich, la conférence de Munich, 1938, dans laquelle Daladier et Chamberlain sont guidés par un seul motto, la paix à tout prix. On connaît le résultat. Et la Seconde Guerre mondiale a été une guerre des États encore plus violente, encore plus meurtrière, et surtout encore plus cruelle que la première. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. On cherche collectivement à nouveau à en tirer les leçons. Et on s'attache cette fois, en fait, à rendre la guerre impensable. Et ça, c'est le rôle qui est assigné par, en tout cas, les grandes puissances, finalement, aux armes nucléaires. D'une certaine façon, le bilan a été un peu plus satisfaisant, mais il faut le remarquer, au prix d'une négation de l'idéal de paix initial. Parce qu'il ne s'agit plus de valoriser un idéal pacifique, il s'agit davantage de mettre la guerre en échec par la menace de la guerre. Donc on est plus proche de Mao que de l'idéal des Nations Unies. Et puis,
il faut aussi bien en convenir, la guerre, qui est presque un organisme vivant par moment, a échappé à ses barrières. Ça a été la guerre de Corée, ça a été les guerres israélo-arabes, la guerre Pakistan-Inde, les guerres entre la Chine et le Vietnam, entre le Vietnam et le Cambodge, la guerre des Malouines, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, les guerres au Levant, en Afrique, en Afghanistan. Et donc, les leçons, manifestement, des Première et Deuxième Guerres mondiales n'ont pas suffi, ou en tout cas n'ont pas suffi à tout le monde. Après la fin de la guerre froide, il y a eu, d'une certaine façon, une autre tentative. On a cherché à rendre la guerre inutilisable. Ça a été le sens profond des opérations de maintien de la paix. Je sais qu'il y a quelques officiers dans la salle qui y ont peut-être participé. En réalité, ces opérations, elles visaient fondamentalement à geler les conflits, en réalité. C'est-à-dire à rendre l'outil de la guerre, cet antique mode de dénouement d'un désaccord trop profond, inutilisable. Et puis en laissant le monopole de la violence légitime aux grandes puissances. Mais là aussi, il faut en convenir, ça n'a pas vraiment marché. Et surtout, ce système, sous nos yeux incrédules, est en train de s'effilocher progressivement. C'est-à-dire l'ONU est quand même très paralysée, le multilatéralisme est malade, et des États, y compris certains qui sont très proches de nous, par la culture, par les valeurs démocratiques y compris, sont en train de virer du côté de l'égoïsme international. Comment peut-on regarder la période actuelle de ce point de vue-là ? Je crois que d'abord, elle est marquée par à la fois une continuité et une rupture. Je crois que pour l'instant, le XXIe siècle n'a pas réhabilité la guerre. Et de ce point de vue, nous vivons toujours dans l'après-Première Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, l'objectif qui a été poursuivi depuis un siècle est réputé avoir été atteint. La guerre n'existe plus, puisqu'elle n'existe plus dans nos esprits, en tout cas, puisqu'elle est dans nos esprits illégale, injustifiable, impensable et inutile. Mais, de fait, l'oubli de la guerre dans nos sociétés nous a fait oublier, je crois, la singularité de ce phénomène. Il est certain que des dirigeants comme Vladimir Poutine, par exemple, qui n'ont pas connu la guerre, à la différence de Khrouchtchev, par exemple, l'appréhendent de manière différente. Et au fond, la guerre a été rendue indiscernable. On l'a cachée. On s'est attaché à utiliser les moyens de la guerre sans devoir jamais ni la justifier, ni la penser, ni sembler en cautionner l'utilité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la télévision, de lire les journaux, d'écouter les déclarations, où on n'entend jamais parler de guerre, mais plutôt d'opérations de stabilisation, de neutralisation, des éliminations ciblées, et même le dirigeant russe, Vladimir Poutine, a parlé d'opérations militaires spéciales. Mais la guerre, en se rendant indiscernable, est en fait plus dangereuse. Je vais revenir à une histoire de loup. Cette fois, pas le loup de La Fontaine, mais le loup du Petit Chaperon Rouge. Le loup du Petit Chaperon Rouge, il se déguise. Et au fond, au moment où il est reconnu, il mange le Petit Chaperon Rouge. Eh bien, la guerre indiscernable, cette guerre, elle a du mal à reconnaître l'existence d'un ennemi, parce que s'il y a un ennemi, c'est qu'il y a une guerre. Et comme on cherche à cacher la guerre, alors il faut éliminer l'ennemi qui est face à soi. Parce que c'est lui, cet ennemi, qui dévoile la guerre en réalité. Et ça, on le sent tous, alors quand on est militaire, on le sent peut-être d'un peu plus près. Les épouses de militaires, mon épouse Agnès, qui est là au premier rang, qui est fantastique, eh bien, quand on part en opération, et quand il y a des moments, il peut y avoir quelques petits risques,
Moi, je me disais toujours, non, mais il n'y a pas plus de risque, en réalité, que quand on prend sa voiture sur l'autoroute. Bon, du coup, maintenant, j'ai peur quand je prends la voiture, mais bon. Le problème, c'est que quand on part en opération, quand les militaires partent en opération, souvent les amis, etc., disent, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ton mari ou ta femme? Il est parti en Afghanistan, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça sert à rien, c'est pas la guerre, etc. Et donc, ça pose une vraie question. En tout cas, aujourd'hui, on ne vit pas dans une période marquée par la guerre à tout prix, on vit dans une période marquée par la négation de par la paix à tout prix, on vit dans une période qui est marquée par la négation de la guerre à tout prix. Mais nier la guerre, en réalité, c'est souvent nier l'existence de l'autre. Si je fais un tout petit résumé de ce que je viens de dire trop rapidement, mais entre 1917 et 2017 d'une certaine façon, en un siècle. Pourquoi 1917? Parce que c'est le début de la guerre totale, véritablement. C'est la guerre sous-marine à outrance, ça a été l'entrée en guerre, le début de la révolution russe, ça a été l'entrée en guerre des États-Unis, etc. On a cherché à rendre la guerre toujours injustifiable, impensable entre les États, inutilisable sans les États et aussi indiscernable. Du coup, on ne sait plus très bien ce que c'est que la guerre. Et d'ailleurs, autant on ne dit pas qu'on fait la guerre quand on l'a fait, mais en revanche, on fait la guerre contre le Covid, le cancer, la mortalité routière, le CO2, enfin, ça me rappelle une phrase d'un auteur que vous connaissez aussi, j'en suis sûr, George Orwell, dans son fameux roman 1984. Ça vaut le coup de l'écouter. Écoutez, il disait: le mot guerre lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, est la signification profonde du slogan du parti « La guerre, c'est la paix ». Et je crois qu'il y a aujourd'hui cette question qui se pose. Alors, dans cette situation un petit peu confuse, comment est-ce qu'on peut revenir sur le thème de notre sujet, sur la paix à tout prix? Parce que pour l'instant, je suis bien conscient que ce que j'ai pu dire n'est pas très enthousiasmant, à vrai dire. Avant de poursuivre, il faut quand même rappeler que, en effet, la guerre est toujours une mauvaise solution et qu'elle, c'est vrai, elle déchaîne les pires instincts de l'homme, elle crée des ravages qui s'étendent sur plusieurs générations. Le problème de la guerre, c'est qu'elle n'en a jamais fini de devenir plus cruelle, plus brutale, plus destructrice, au fur et à mesure du temps. Mais ce que montre cette histoire du XXe siècle, c'est que, en effet, on a cherché à dire c'est la fin de la guerre, c'est la guerre des guerres. Mais la guerre, elle est un peu comme de l'eau qui descend de la montagne, elle va s'infiltrer partout, elle va finir par passer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à la paix? Parce que si je dis oui là, bon, je crois que ça va jeter un froid, et puis du coup, il faudrait arrêter le forum en réalité. Non, il ne faut pas renoncer à la paix, mais la question que je voudrais me poser, c'est quand c'est la guerre, puisqu'elle est inévitable à mon avis, ou bien plus largement, quand il y a une situation de conflit social, de conflit familial, de conflit entre plusieurs personnes, que pouvons-nous faire? Alors ça pose quand même la question de savoir ce que c'est que la paix, parce que, à l'évidence, la paix, ça ne peut pas être l'absence de guerre. Ce n'est pas suffisant. Je vous pose une question. Est-ce que, à votre avis, Robinson Crusoe, sur son île, il est en paix? Oui, il devait être assez paisible, mais est-ce qu'il était au fond en paix? Alors moi, je ne rentrerai pas le savoir sur le point s'il était en paix avec lui-même. Mais en revanche, je crois que
la paix ne se conçoit que dans la relation. Une composante de la paix, au moins, si ça ne suffit peut-être pas à épuiser ce concept, c'est la stabilité, c'est la confiance de la relation. J'ai trouvé une définition de la paix, une des premières dont on dispose en français, qui date du XIe siècle, qui dit « La paix désigne la concorde, la tranquillité régnant dans les rapports entre deux ou plusieurs personnes. » Donc la paix, je pense, c'est d'abord une caractéristique de la relation. Et je voudrais aborder cette question fondamentale de la relation humaine dans une situation de guerre ou plus largement d'hostilité. Et le sens de mon propos, ça va consister à dire que fondamentalement, si on ne peut pas éviter la guerre, alors il faut mettre de la paix dans la guerre, dans la relation d'hostilité. Alors comment ? Comment ? Je vais aborder ça en 4 étapes. D'abord, il faut prendre des bonnes décisions. Il faut prioriser. Je vais y revenir. Il faut savoir quand est-ce qu'on s'engage dans la guerre ou pas. Ensuite, il faut limiter les conséquences de cette hostilité, limiter cette guerre. Enfin, il faut arriver, si on l'a décidé, à la mener à bien et à atteindre les objectifs le plus vite possible, le plus efficacement possible. Et enfin, et ce sera peut-être le plus important, il faut se poser la question, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment se passe cette question de la paix non seulement dans la guerre, mais dans le combat. Alors d'abord, il faut mettre de la paix dans une logique qui conduit à la guerre. Parce que la guerre, malgré tout, ça procède d'une décision. Et c'est comme quand, à certains égards, de ce point de vue-là, si vous sortez d'un bar et que vous vous faites insulter, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez passer votre chemin le plus vite possible, vous pouvez décider de riposter, mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Il y a un moment où on fait un choix. Et donc, au départ, c'est certain, il faut limiter au maximum les occasions où on va s'engager dans la guerre. Il faut préserver. Pourquoi ? Parce qu'il faut préserver la qualité des relations humaines, cette paix, dans le long terme. Au fond, il faut choisir le moindre mal. Alors, c'est la doctrine traditionnelle de la guerre juste qui a été développée par saint Augustin, saint Thomas. Saint Thomas disait « Ceux qui font de justes guerres ont la paix pour but ». Et de manière intéressante, il ne dit pas ça dans le traité sur la justice, mais dans le traité sur la charité. La charité, c'est une qualité de la relation, donc ça me paraît très important qu'ils disent ça. Alors, vous le savez, peut-être, la théorie de la guerre juste, ce n'est pas une théorie qui vise à justifier la guerre, c'est exactement l'inverse en réalité. C'est une théorie qui vise à donner des critères extrêmement rigoureux pour savoir dans quel cas une guerre n'est pas manifestement immorale. Je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Ça peut être le but, qui peut être, dans les théoriciens, hein, le but légitime, la cause qui doit être légitime, l'intention doit être légitime, les moyens doivent être non seulement légitimes, mais aussi proportionnels, et puis il doit y avoir une certitude raisonnable de succès. Alors nous ne sommes pas des dirigeants de la politique étrangère, mais je pense qu'on peut tous se poser un certain nombre de questions. Je vais vous donner un exemple tiré d'une expérience personnelle, mais quand j'étais en Afghanistan, j'avais avec moi une équipe de forces spéciales américaines, et cette équipe de forces spéciales américaines, il y avait un jeune capitaine là, qui était très sympathique d'ailleurs, et qui devait me demander l'autorisation
pour planifier des opérations dont il était ensuite seul responsable. Enfin, c'est les beautés de la multinationalité militaire. Et il me disait, moi je voudrais aller dans tel village pour neutraliser ou arrêter tel dirigeant taliban. Et je savais qu'il était capable de le faire. Je savais que ce serait sans doute utile de faire ça, d'un point de vue de la situation générale de sécurité. En tout cas, ça se défendait. Mais très souvent, je lui disais non, parce que en faisant ça, il allait arrêter quelqu'un devant sa famille, et donc, voire le tuer devant sa famille, parce que généralement, ça se passait quand même pas très bien. Et donc, le problème, c'est que dans ces cas-là, vous avez des conséquences qui sont en réalité extrêmement contre-productives, parce que vous avez dans ce cas-là le frère du gars, le cousin, qui va rentrer dans l'insurrection, et ça ne marche pas. Et donc, toutes ces questions-là, en réalité, il n'y a pas que les chefs d'État qui se les posent. Je pense que, là j'ai pris un exemple militaire, mais qu'on peut se les poser de manière très régulière. Et plus largement, dans cette question-là, il y a le fait qu'il faut poser un regard juste sur le monde. Et ça, c'est un regard qui doit être ni naïf, ni manichéen. Il faut à la fois de la bienveillance. Il ne faut pas penser qu'on vit en permanence avec un complexe obsidional, mais aussi il faut de la lucidité. Et l'agneau de Jean de La Fontaine, il avait l'air extrêmement bienveillant, mais pas lucide pour un sou en réalité. Il faut comprendre qu'au moment où on prend cette décision de la guerre, mais la guerre, c'est encore une fois un modèle, cette décision de rentrer dans la relation d'hostilité, la relation, elle a déjà été rompue. Donc la paix, en fait, elle n'existe plus. Et prendre cette décision, c'est estimer en conscience qu'on prend la meilleure décision pour revenir vers la paix. Saint Augustin dit, on fait la guerre pour acquérir la paix. Alors, une fois qu'on a pris cette décision délicate, difficile, il faut, je l'ai dit, limiter les dommages liés à cette décision. La guerre, et ça peut paraître assez paradoxal, la guerre, c'est historiquement et fondamentalement un moyen de limiter la violence, de canaliser la violence, qui repose, finalement les hommes, tous nos prédécesseurs, ils ont su que la violence, c'était non seulement grave, mais qu'on risquait en permanence que ça dérape. Et donc, il y a eu des tentations répétées de séparer la guerre du reste des affaires humaines. D'abord, séparer tout simplement le temps de guerre et le temps de paix. De séparer l'espace où on fait la guerre de l'espace qui est protégé de la guerre. De séparer les combattants et les non-combattants. Si vous regardez la guerre en Ukraine aujourd'hui, les combattants et les non-combattants ne sont pas très séparés. Et ça, c'est une des caractéristiques de la guerre totale. En revanche, pour l'instant, alors tout le territoire ukrainien est frappé, mais seulement le territoire ukrainien. Et il y a eu, pour l'instant, en tout cas, j'espère que cette guerre, on espère tous que cette guerre aura un terme le plus rapidement possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un début. Au fond, la meilleure façon de limiter la guerre, de limiter les conséquences de cette décision où on décide d'affronter la situation telle qu'elle est, c'est de la replacer dans un cadre plus large. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer à côté? Comment est-ce qu'on peut limiter ça? Là aussi, je vais revenir sur l'Afghanistan, mais l'Afghanistan, je disais d'ailleurs à mes officiers, c'est un peu comme le jeu du Mikado. Vous connaissez ce jeu du Mikado où on a des petits bâtons, là, on les jette, mais il faut qu'ils restent un peu en désordre, mais les uns sur les autres, et il faut arriver à en enlever un sans faire bouger tous les autres, sinon on a perdu. Là, c'était un peu pareil. Il fallait arriver à mener quelques opérations, par exemple, protéger un village, ou bien
interdire à des insurgés de se présenter dans tel autre emplacement, mais sans mettre tout le pays à feu et à sang. Et donc c'est un petit peu pareil. Et donc il faut arriver, en tout état de cause, lorsqu'on se retrouve face à cette situation, à ne pas, je dirais, prendre le risque de l'escalade. Mais j'ai dit, si vous prenez cette décision, tout simplement par exemple parce que vous êtes attaqué, c'est le cas de l'Ukraine aujourd'hui, il faut arriver au but. Et ça, c'est l'objet de la stratégie. Et la stratégie, c'est fondamentalement une attitude humaine qui repose sur l'humilité. Parce qu'une stratégie, quel que soit le domaine, une stratégie, c'est trois interactions, trois dialectiques, si vous voulez. Il y a d'abord l'interaction du présent et de l'avenir. L'humilité d'accepter le présent en refusant l'illusion, l'idée que on va transformer immédiatement le présent en futur. On ne va pas transformer immédiatement le loup en agneau. C'est pas vrai, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire militaire, très souvent, vous constatez que les grands échecs militaires, ils procèdent de dirigeants politiques ou militaires qui ont voulu gagner la guerre tout de suite. Ben, ça ne marche pas. Ensuite, la stratégie, c'est une dialectique entre les moyens et les fins. C'est comme notre budget familial. Hein. C'est l'humilité d'accepter qu'on est fini. Moi, je n'ai pas décidé d'acheter une Ferrari. Et Agnès non plus, je ne crois pas. Hein. Et donc là, il s'agit de limiter, d'accepter notre finitude en limitant les objectifs qu'on se fixe. Peut-être que l'agneau, il aurait dû réfléchir avant d'aller sur le terrain du loup, en constatant qu'il n'avait pas forcément les moyens de résister. Et puis la dialectique, c'est enfin et surtout, sans doute, une dialectique entre nous et les autres. C'est l'humilité de notre puissance toujours limitée et la nécessité d'accepter que l'autre en face, s'il est engagé dans une action de violence, c'est probablement qu'il a des raisons aussi. Et si on oublie ça, on court droit à l'échec. Ça me paraît vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, beaucoup des échecs militaires sont dus à ça, probablement. Alors, ça c'était les trois premiers points, le fait qu'il faut bien décider quand on s'engage dans la guerre, ou plus largement quand on s'engage dans l'hostilité, parce que parfois on n'a pas vraiment le choix, mais quand même il faut bien réfléchir, il faut limiter, et qu'il faut accepter que ce sera long, qu'on ne pourra pas tout faire, et que les résultats seront probablement décevants. Mais le plus important de ce que je voulais vous dire probablement ce soir, c'est que la guerre ou la relation d'hostilité, c'est d'abord une relation. Et au fond, il y a plus de paix dans une relation, quelle qu'elle soit, que dans une absence de relation. Si vous, pour ceux qui sont mariés, vous vous disputez en ménage. Vous vous disputez, mais quand vous vous disputez, il y a quand même une relation. Alors que si vous vous quittez, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de paix. Il y a sans doute beaucoup moins de paix que si vous continuez à discuter. Et le combat à la guerre, au fond, c'est un peu ça. C'est une relation où, en réalité, le respect de la dignité de celui qui est en face est indispensable. C'est une des conditions du succès de ce qu'on cherche à faire. Combattre, c'est se battre avec combattre. Ce n'est pas nier l'existence de l'autre. Il ne faut jamais oublier que celui qui est en face, il cherche probablement d'abord et toujours à être reconnu.
Il y a une philosophe que, à titre personnel, j'aime beaucoup, qui s'appelle Hannah Arendt, que vous connaissez certainement. Et Hannah Arendt, elle relevait, en analysant la façon dont les Romains se comportaient, la conscience, elle relevait la conscience que même la rencontre la plus inamicale, autrement dit la guerre, entre les hommes, laisse subsister quelque chose qui leur est désormais commun, de telle sorte qu'après, ils ont au moins quelque chose en commun, cet événement. Et ça, je crois que c'est extrêmement fort. Je voudrais vous parler d'un passage de l'Évangile. Et moi, ce soir, je ne vais pas... Je vais le regarder avec un œil, je dirais, laïque. Mais évidemment, quand on est militaire, ce passage, il ne peut qu'interroger. C'est dans Saint Luc, au chapitre 6, verset 29. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. » Comment est-ce qu'on lit ça? Bien, je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous sont choqués, et alors à la sortie, il y en a un qui va me donner une gifle. J'espère que non, s'il vous plaît, pas trop fort. Il y en a un qui va me donner une gifle. Alors là, j'ai plusieurs solutions. Soit j'ai la sagesse du moment et je m'en vais. Je dis connard, puis je m'en vais. Soit je rentre dans la société actuelle, je porte plainte. Bon, c'est une possibilité. Soit je suis un peu énervé, je lui dis, tu m'as donné une gifle, tiens, prends celui-là, et pan, je lui mets un gros coup de poing dans la figure. Bien. Puis là, on continue. Mais si je reste là, voire j'avance un petit peu, et je m'en prends une deuxième, mais que je ne bouge pas, je pense que la personne qui est en face de moi, elle va être en réalité assez déstabilisée. Ce qui veut dire, mais attends, il ne comprend pas ce que je veux lui dire là, mais il va être assez déstabilisé. Alors c'est un peu finalement l'attitude de la non-violence à certains égards, mais je crois que là il y a quelque chose d'assez fort, c'est que l'affrontement, c'est d'abord une relation. Je voudrais aussi vous lire à nouveau un passage de saint Augustin qui disait « Qui se veut un ami de la paix est un ami des ennemis de la paix. Lorsque tu fais la guerre, sois donc pacifique pour que ceux que tu combats soient conduits par ta victoire à reconnaître l'utilité de la paix. » Je relis, parce que saint Augustin... Lorsque tu fais la guerre, sois donc pacifique pour que ceux que tu combats soient conduits par ta victoire à reconnaître l'utilité de la paix. Alors je voudrais vous citer deux exemples plus ou moins personnels. D'abord, j'ai participé à des opérations à Sarajevo, vous vous rappelez des guerres en ex-Yougoslavie dans les années 90. Et j'étais à ce moment-là à Sarajevo et j'étais dans les casques bleus et on était censé séparer les Bosniaques et les Serbes. Et notamment, il y avait des points de passage pour l'aide humanitaire. Et un jour, on m'a donné la mission, j'étais jeune capitaine, de tenir un point de passage, un carrefour, pour permettre à l'aide humanitaire de passer. Et puis, les Serbes considéraient que c'était leur terrain, sont arrivés autour de nous, et puis alors à l'époque les casques bleus on ne pouvait pas mener des grandes manœuvres, enfin sont arrivés autour de nous ont encerclés, il y avait de très nombreuses armes qui étaient braquées sur nous, et honnêtement c'est vrai que sur le moment on ne se rend pas très bien compte, mais en réalité il y a eu un ultimatum. Ils m'ont dit si à 9h vous n'avez pas quitté le carrefour, on vous tire dessus, quoi. Alors nous aussi, on avait armé, pour ceux qui manient un peu les armes, vous savez ce que ça veut dire. Armé, ça veut dire que quand vous avez un fusil d'assaut, vous engagez la cartouche dans la chambre, et il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette et vous pouvez tirer. Mais enfin, en réalité, on n'aurait pas tiré longtemps parce que probablement on aurait tous été à terre en quelques minutes. Bon.
Enfin, moi j'avais les ordres de rester, donc on est resté. Et 8h50, 8h55, 8h57, 8h58, 8h59. Là, il y avait une petite cabane de chantier, il y avait un vieux téléphone qui sonne. Et le Serbe va répondre. Et il revient un peu soulagé, à vrai dire, lui aussi, je crois, en me disant, bon, il y a eu un accord entre nos chefs, c'est bon. Et... bon, la situation s'est poursuivie, plus ou moins tendue, etc. Un an plus tard, là c'était une émission de 4-5 mois à l'époque, un an plus tard, je reviens à peu près dans la même zone, et alors la situation politique avait complètement changé. C'était plus l'ONU, c'était l'OTAN, bon, ça n'avait plus rien à voir. Et je retombe sur les mêmes miliciens serbes. Ils étaient plus miliciens serbes d'ailleurs, ils avaient été démobilisés, enfin, etc. Et ils me disent, mon capitaine, venez boire un coup, parce que vraiment l'année dernière, avec vos légionnaires, c'était super, hein, vous avez vraiment été... on était fiers, hein, de s'affronter avec vous. Enfin, c'était assez... Et j'ai souvent pensé à ça, c'est que on avait menacé de s'entretuer, mais il y avait un respect mutuel entre les deux. Et puis je vais prendre un autre exemple que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, un exemple historique, mais qui me semble extrêmement intéressant. Il me touche un petit peu parce que moi j'ai fait toute ma carrière dans la Légion étrangère, et vous savez peut-être que la Légion, tous les ans, le 30 avril, célèbre la bataille de Cameron. Alors la bataille de Cameron, pas obligé de le savoir, c'est un peu la Bible des militaires, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le savoir. La bataille de Cameron, c'est un combat qui se déroule pendant la campagne du Mexique en 1863. Il y a une 60aine de légionnaires qui sont encerclés dans une ferme par 2000 Mexicains et qui vont résister toute la journée. Enfin, à la fin, il en reste plus que 3 légionnaires. Et c'est resté comme un exemple d'héroïsme, bien sûr. Mais ce qui est le plus fort, c'est qu'à la fin, il ne reste plus que 3 légionnaires. Et les 3 légionnaires, ils n'ont plus de cartouches, mais ils ont toujours des baïonnettes, et ils disent aux Mexicains, on ne se rendra pas, sauf si vous soignez nos blessés, si vous nous laissez nos armes. Et le colonel mexicain dit, on ne refuse rien à des hommes comme vous. Eh bien, en disant ça, le vrai gagnant, c'est à la fois les Mexicains et les légionnaires, mais c'est surtout les légionnaires, c'est-à-dire c'est ceux qui, par leur attitude, ont créé un lien entre ces deux forces qui se sont entretuées d'ailleurs, à vrai dire, extrêmement fort. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le combat, je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut toujours l'éviter, mais ça n'est pas... Et d'ailleurs, militairement, si on est d'abord motivé par une volonté d'annihilation, on n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai essayé de vous dire que, y compris dans la guerre, y compris dans les situations d'hostilité, ce qui est important, c'est de mettre de la paix, y compris dans ces situations. Alors tout de même, et surtout ici, je crois que je ne peux pas, et d'ailleurs, quand on réfléchit sur ces questions, on ne peut pas faire l'économie de regarder ce que le pape actuel, le pape François, a dit sur la question. Et je vais vous le citer. Vous savez que dans l'encyclique Fratelli Tutti, il a dit « Il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre. » Et il cite aussi le pape Jean XXIII qui dit « Il devient possible de penser que la guerre soit le moyen adéquat, il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. » Et de fait, ces dernières décennies notamment, mais pas seulement, toutes les guerres ont toujours été justifiées par ceux qui les menaient.
revenez à la fable du loup et de l'agneau. Rappelez-vous, le loup, avant de dévorer l'agneau, il dit « on m'a dit qu'il fallait que je me venge ». Donc c'est extrêmement intéressant. Il cherche lui-même à se justifier. Aucun envahisseur n'a jamais dit « je fais la guerre pour faire la guerre ». Il cherche à se justifier. Moi, je crois que dans cette encyclique, ce que dit le pape est très, en réalité, juste au sens où faire la guerre pour un autre motif que de se défendre militairement devient extrêmement difficile à défendre. Mais en revanche, je n'ai pas entendu que le pape François ait interdit aux Ukrainiens de se défendre. Et donc, je crois que derrière ça, il y a cette idée que, vous savez, on parle beaucoup, on dit la guerre est partout, la guerre c'est plus militaire, c'est le champ cyber, c'est le champ économique, c'est tout ça. Je crois que c'est une mauvaise idée, parce que précisément, à ce moment-là, si vous êtes cohérent, vous dites, si j'ai une injustice économique, je peux riposter en faisant la guerre militaire. Mais évidemment, c'est complètement différent. Évidemment, c'est complètement différent. Et évidemment, la guerre et la paix, ce sont deux choses extrêmement différentes. Et donc j'arrive un peu au terme de cette réflexion que je voulais partager avec vous. La guerre est un mal, parfois inévitable. Là encore, Saint Augustin, la paix relève de la volonté, la guerre de la nécessité. Alors, nous ne sommes pas que des anges ou des professeurs de sciences politiques, mais des acteurs de la cité tous. Je crois qu'il ne faut non pas nier la guerre, vivre dans notre bulle, faire comme l'agneau, la regarder de haut, mais il faut descendre dans la mêlée, dans la société, savoir qu'il y a des situations d'hostilité, et mettre de la paix au cœur de la guerre, de la paix au cœur de la dispute. C'est, je dois le dire, en tout cas comme ça que je conçois ma vocation, ou mon rôle de militaire, parce que le soldat, fondamentalement, le soldat, c'est celui qui plonge dans une violence qu'il n'a pas choisie. Moi, je me suis toujours demandé, quand j'étais en Afghanistan ou en Bosnie, on me tirait dessus, je me dis, mais il y a un moment, on se dit, mais pourquoi il me tire dessus? Je ne le connais pas, le gars. Et donc, je crois que c'est ça, la vocation du soldat. Mais, in fine, je pense que tous, il faut faire en réalité comme Zaché. Il faut descendre de notre arbre et nous engager dans la mêlée, même si c'est risqué. Je crois que c'est ça, profondément, que je retiens de cette réflexion. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous être des hommes et des femmes de paix. En quelque sorte, non pas vouloir la paix à tout prix, mais attacher du prix à toute paix. Voilà, je vous souhaite un excellent forum.